je ne sais pas si on présente Gilles Joannet. Tout le monde connaît à la fois l'homme, celui qui a dirigé l'assurance maladie, enfin la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, celui qui a eu différentes responsabilités au niveau assurantiel comme au niveau public et qui aujourd'hui, et c'est à ce titre qu'il est notre invité ce matin, est le président du CEPS, du Comité économique des produits de santé. En d'autres termes, ça veut dire qu'il est le régulateur, il est le fixateur. Alors, ce n'est pas forcément sa personne qui est en jeu dès lors que je parle du fixateur des prix, mais en tous les cas, il est le gestionnaire d'un des paramètres les plus importants dans un des dossiers les plus complexes, qui est celui des prix des produits de santé, des médicaments comme des dispositifs médicaux. Eh bien, merci de votre invitation et je suis très, très honoré de cette présence abondante et de qualité. Je vais essayer d'être à la hauteur, comme vous le serez d'ailleurs après avec vos questions, bien entendu. C'est après tout jamais qu'un match de tennis avec des balles au ras du filet. Alors, nouvelle donne, oui, incontestablement une nouvelle donne pour le CEPS, une nouvelle donne pour l'industrie, une nouvelle donne pour l'action publique, parce que nous nous sommes inscrits en 2011 dans une fin de cycle. Alors, ce n'est pas les initiés que vous êtes, non pas au sens pénal, mais au sens civil du terme, à qui je vais expliquer que la fin des blockbusters crée une situation tout à fait nouvelle. Il faut voir qu'en termes de chiffre d'affaires, en 2011, les tombées de brevets ont provoqué 1 milliard de baisse de chiffre d'affaires. En 2012, 1,2 milliard. Et en 2013, encore 1 milliard. Et puis après, c'est terminé. Donc ça a créé évidemment un effet déflateur sur le chiffre d'affaires, mais on le verra aussi sur la dépense de médicaments, extrêmement important pour l'assurance maladie obligatoire, alors même d'ailleurs qu'on assiste à un ralentissement très net de la croissance des dépenses de dispositifs médicaux, avec, il est vrai, des évolutions différentes suivant les postes. Une croissance des dépenses du médicament remboursable de 0,5 à peu près, plus 0,5 en 2011, c'est évidemment sans précédent. C'est pour les papis que je suis, pas que vous n'êtes pas, que je suis, une différence assez considérable. Gérard, t'es solidaire, t'es sympa. Une différence assez considérable par rapport à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on se levait le 1er janvier un peu pâteux. À 8 heures du mat, on avait un double digit dans la vue. Hein. On savait qu'on avait au moins 10 points, quoi. Grâce à la démographie médicale et grâce aux médicaments. Puis après, on essayait de courir après la diligence. Là, la démographie médicale est nulle et la dépense médicamenteuse est nulle. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au fond, quand on se gargarise, et on se gargarise pas mal, on aime bien ça en France d'ailleurs, ça fait partie des vieux procédés thérapeutiques avec le cataplasme. Quand on se gargarise du fait qu'on obtient en croissance spontanée des dépenses d'assurance maladie 4 points et en croissance maîtrisée après régulation 2,5, oui, c'est bien, mais les deux moteurs de la croissance des dépenses ont disparu. Donc c'est bien, mais ça laisse intacte la question de savoir si le business model de l'assurance maladie, la problématique de croissance des dépenses et d'efficience de ces dépenses reste devant nous, ce que je crois. Deuxième élément de fin de cycle, c'est la fin du médicament magique. Alors je ne vais pas développer le Mediator. Je rappellerai simplement que le Mediator, c'est après plusieurs alertes, type Vioxx par exemple, où au fond la pharmacovigilance n'a pas fonctionné de façon optimale ou a révélé d'importantes marges de progression, comme on dit chez les cabinets de consultants. Et après tout, l'affaire PIP, ma foi, montre que d'autres événements peuvent alimenter la réflexion des dirigeants et les craintes des citoyens. C'est la fin de la préférence nationale aussi. Alors ça, on ne va pas le dire, ça n'existe pas, la préférence nationale. N'empêche que ça existe quand même. Moi, j'ai vécu, en tant que haut fonctionnaire, depuis 30 ans, où, vis-à-vis des laboratoires français, il fallait quand même lever une paupière et avoir une attitude bienveillante. Bon. Et vous voyez bien qu'entre la bienveillance et la mansuétude, il y a une membrane, mais poreuse.
Et c'est quelque chose qui est en train de disparaître, même si c'est non dit, c'est quelque chose qui est en train de disparaître également, et qui change la donne. Et puis, quatrième élément de fin de cycle, c'est la fin de baisse des prix. Depuis 2003-2004, on s'est habitué chaque année à boucler l'Ondam avec des baisses de prix demandées à l'industrie. On a commencé avec 200, 300 millions. En 2010 pour 2011, on était à 400 millions. Et en 2011, ce qu'on vient de terminer, pour 2012, on est à plus d'1 milliard. Donc effort considérable demandé à l'industrie, mais également, si vous écoutez bien, des bruits de raclement métallique, parce qu'on est en fond de cuve. C'est d'ailleurs assez mécanique. À partir du moment où il n'y a plus de blockbusters, il n'y a plus tellement de sources pour alimenter des baisses de prix. J'ajouterais que les comparaisons avec les autres pays européens fait qu'on voit très bien que les marges de manœuvre en matière de prix sont devenues, pour l'avenir, extrêmement faibles. Reste la question des dispositifs médicaux. Vous voyez bien que 1 milliard de baisse de prix, 1 milliard, non pas en chiffre d'affaires, en remboursement à MO. 1 milliard de baisse de prix en 2012 par rapport à un chiffre d'affaires remboursé, une dépense à MO de 22-23 milliards, c'est coquet. Les dispositifs médicaux, c'est 50 millions par rapport à 6 milliards. Donc vous voyez que le taux d'effort n'est pas du tout le même, avec, il est vrai, une configuration, un paysage industriel, commercial radicalement différent, mais qui amène à s'interroger sur les efforts possibles à l'avenir. Face à cette situation, je ne peux pas dire qu'en l'état, et personne ne peut dire qu'en l'état, il y ait une réflexion achevée de l'industrie sur, au fond, la redéfinition de leur business model, tout comme je ne peux pas dire qu'il y ait une réflexion achevée de l'État quant à l'action publique qui accompagnerait cette redéfinition du modèle de développement de l'industrie. Et donc, de ce point de vue-là, la fin de cycle est aussi un peu une table rase. Mais pourquoi pas? Après tout, il faut bien commencer. Enfin, le résultat de cette fin de cycle, c'est que une source majeure de progrès thérapeutique, telle qu'on a pu l'observer depuis 40 ans, a disparu. Donc, par rapport à un taux de croissance de 0,5, on peut parler de soulagement, voire de lâche soulagement, pour reprendre une expression historique. Mais la perpétuation d'un taux de croissance aussi faible, qui signifie en fait l'apparition devenue très très rare de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, représenterait ipso facto une perte de chance collective. Et donc c'est un point de réflexion, je crois, tout à fait majeur. Imaginez un nouveau business model, imaginez une nouvelle action publique exige naturellement qu'il y ait d'abord une analyse. Pourquoi ? Pourquoi n'y a-t-il pas de nouvelles molécules ? Pourquoi, au fond, très peu de choses sortent du pipe ? Je vois 3 raisons. Je ne sais pas les articuler ou les éliminer pour n'en garder qu'une. Je crois plutôt que d'ailleurs qu'il faut les articuler. Je ne sais pas les pondérer. La première, la plus évidente, celle dont on parle tout le temps, c'est le caractère quasi diabolique de la commission de la transparence, composée quasi exclusivement de handicapés profonds à l'œil noir, décidés à assassiner l'ensemble du secteur pharmaceutique, en commençant naturellement par l'industrie à tout seigneur, tout honneur. Ouais, ça me laisse un peu bovin comme explication, parce que la non-apparition de nouvelles molécules concerne aussi bien le Canada, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni que la France. Et donc je ne doute en aucune façon de l'influence mondiale de la Commission de la transparence française, mais à ce point-là, j'ai quand même un petit doute. La seconde raison qui est invoquée, avec laquelle j'ai longuement échangé avec un de mes amis de l'industrie pharmaceutique, il m'a dit « mais c'est pas ça, là, c'est l'écume ». La réalité, c'est que nous sommes en fait dans une surabondance de données issues de la recherche fondamentale et que nous n'avons pas, en l'état, de logiciels de décryptage. Et donc nous sommes dans une période où on est au fond un peu impuissant pour exploiter ce dont on dispose potentiellement. Explication qui est intéressante, qui mérite d'être creusée, qui a en plus l'avantage de définir la temporalité de l'affaissement actuel. Et puis il y a naturellement une troisième raison qui
que là on observe dans le monde entier, qui est l'émergence considérable partout de la pondération accordée aux effets secondaires. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'analyse bénéfice-risque, on voit la notion de risque émerger et parfois peut-être étouffer la notion de bénéfice. Je crois d'ailleurs qu'il est assez significatif de constater que le seul secteur où on voit apparaître de nouveaux médicaments avec parfois des progrès tout à fait réels, c'est l'oncologie. Parce qu'au fond, l'oncologie, il y a une sorte de consensus implicite pour considérer que, ma foi, les patients doivent pouvoir supporter des effets secondaires compte tenu de leur état et de leur avenir. Voilà donc une situation qui nous amène naturellement pas seulement à baisser les prix, je vais y revenir au CEPS, mais également à avoir entamé une réflexion sur, au fond, comment va-t-on renouveler l'action publique et donc à entamer également avec l'industrie un dialogue sur comment allez-vous, vous, redéfinir votre développement. Alors, les conséquences pour le CEPS de cette fin de cycle. D'abord, je voudrais le dire, on a fait un énorme effort pour réaliser les baisses de prix. Les baisses de prix, ça peut se faire à la tautonne. Hein, c'est assez pratique, on prend un décret, c'est moins 16% pour tout le monde, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, c'est vite fait. La française, c'est pas comme ça. Hein, la française, c'est la politique conventionnelle, donc il faut que chaque baisse soit négociée, soit signée, et si possible, dans l'enthousiasme, accompagné d'un chant scout, d'ailleurs, ne gâte rien. D'accord ? Oui, mais c'est long, c'est très long, c'est chronophage, et c'est très délicat. L'ampleur de la baisse de prix, un peu plus d'1 milliard, en change sa nature. Il faut bien comprendre ça. Hein. Pourquoi ? Parce que l'ampleur de ces baisses percute la politique conventionnelle. Quand je vois arriver dans mon bureau un laboratoire qui me dit « Mais attendez, sur tel médicament, vous me demandez moins 10, alors que la clause que nous avons signée, c'est moins 4,7%, expliquez-moi. » J'ai dit « C'est dur de vous expliquer, ça raboute pas très bien. Hein. » Donc... effort d'ailleurs et complexité d'autant plus difficile que les baisses de prix s'entament forcément par classe. Hein, on va faire moins 10 sur les sartans, mais sortent par laboratoire. Et donc avec un impact sur le chiffre d'affaires qui est extrêmement variable d'un laboratoire à l'autre. Ce qui d'ailleurs m'a amené à proposer au CEPS cette année d'accorporer une nouvelle règle qui est d'ailleurs, je m'en réjouis, très clairement et purement économique, hein, qui a consisté à faire du report calendaire des baisses uniquement en considérant l'impact sur le chiffre d'affaires des dites baisses. Et donc de permettre aux laboratoires qui étaient très impactés de pouvoir étaler sur 2 exercices des baisses. C'est une règle qui est purement économique et qui me renvoie d'ailleurs à la conviction que j'ai, qui est que le CEPS, d'après sa composition, a 3 objectifs, alors que d'après ses lettres d'orientation, n'en a que 2. Il y en a un qui a disparu. C'est l'objectif industriel. Mais l'objectif industriel, il existe. Enfin, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas la direction générale de l'industrie au sein du CEPS. C'est pas le mort dans une partie de bridge, quand même. Donc il y a l'objectif sanitaire, il y a l'objectif financier de régulation, et puis il y a l'objectif industriel et économique qui doit être pris en compte et qui, par exemple, à travers cette règle, a été pris en compte. C'est plus de 1000 prix qui ont été mouvementés hein, par une équipe qui fait 10 ETP. Et donc un temps assez fort, assez intense de négociation avec les laboratoires. Deuxième élément de prise en compte de la fin de cycle par le CEPS, c'est un gros effort, d'ailleurs inachevé, pour ne pas dire qu'il doit être continu, de transparence. Hein. D'abord, de nouvelles relations avec la Haute Autorité de Santé. D'abord. C'est notre partenaire naturel, c'est notre partenaire quotidien, et avec les anciennes règles, c'est quelqu'un avec qui on ne parlait pas. On ne parlait pas, d'ailleurs la Direction Générale de la Santé insistait un peu là-dessus, on ne parle pas à la HAS parce qu'ils sont indépendants. Moi, c'est une relation de cause à effet qui m'a un peu échappé, chacun a ses limites. Et Jean-Luc Caruso et moi avons considéré qu'il était urgent de se parler. Non seulement de se parler d'ailleurs, mais d'établir des best practices qui permettent d'améliorer la performance du processus d'évaluation et de fixation des prix. C'est ainsi qu'au printemps, nous avions décidé
d'accompagner, canaliser, codifier la compétence générale qui a été reconnue par le Conseil d'État au CEPS. C'est que le Conseil d'État a dit, mais oui, tout à fait, le CEPS a parfaitement le droit, le pouvoir d'écarter un avis de la Commission de la transparence. D'accord, on a ce pouvoir-là, on ne va pas l'abandonner parce que ça correspond à une logique, mais par contre, quand on va le faire, on va motiver. On va motiver et on va publier. J'ai même été un peu plus loin. Si l'ASMR est 4.3.2.1, on n'écartera pas l'avis de l'ASMR, de la CT. On renverra. On dira on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec votre ASMR 3 ou votre ASMR 4. Donc on vous le renvoie et voilà pourquoi on n'est pas d'accord. Et on rend public. D'accord ? Vous voyez bien que c'est bas le ras du filet. Hein. Ça crée une tension vertueuse des deux côtés parce que nous n'avons pas un intérêt évident à écrire des bêtises à la Commission de la transparence. Ça se verrait vite, puisque ce sera sous votre œil vigilant que ça se produira. Et nous n'avons pas intérêt non plus à voir la Commission de la transparence répondre circuler, il n'y a rien à voir. C'est des choses qu'on fait nous 2 fois, pas beaucoup plus. Donc ce sont des règles qu'on a mis en place au printemps, qui ont déjà fonctionné, d'ailleurs, notamment avec la CNEDIMS, qui ont été reprises en partie par l'amendement d'or, mais en partie seulement. L'amendement d'or dans la loi médicaments a dit que, je ne sais plus si c'est la loi médicaments ou la FSS, mais enfin bon, ça c'est pas très grave. Ça doit être dans la LFSS. Oui, on fait qu'importe. Oui, c'est la LFSS, c'est l'article 48. A dit que si on écartait un avis de la SMR, de la CT, eh bien, il fallait motiver. En fait, on va beaucoup plus loin. On motive, on rend public, on renvoie et on n'écarte pas, on n'écarte que les ASMR 5. Et naturellement, on applique ça au DM, alors que l'amendement d'or ne concerne que le médicament. On est allé également un peu plus loin encore dans l'action commune, la définition de l'action commune. Alors ça a été le cas avec la rédaction, l'élaboration de l'accord 4 sur le médicament, le dispositifs médicaux. La loi nous demandait un accord 4 sur les dispositifs médicaux. Il a été négocié longuement et signé d'ailleurs juste avant Noël. Et cet accord cadre précise que désormais, en matière d'études post-inscription, sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en matière d'études post-inscription, la rédaction du cahier des charges, les auditions, les délais seront communs entre la CNEDIMS et le CEPS. Vous voyez bien que c'est le gage pour l'industrie d'une maîtrise des coûts, c'est le gage aussi d'une plus grande cohérence de l'action publique. Si on parle d'une seule voix, on a peut-être une chance d'avoir moins de discordance qu'on en observe aujourd'hui. Et naturellement, je m'en suis entretenu avec Jean-Luc Arousseau, qui est d'accord, et avec le président Bouvenot. L'idée, quand nous allons renégocier l'accord cadre médicaments cette année, est de transposer cette action commune aux médicaments. Donc, un effort là-dessus de transparence. J'ajouterais que il nous reste à mener, on a commencé, mais pas totalement, une réflexion en matière de transparence, hein, toujours sur les clauses. Vous savez que la fixation des prix s'accompagne souvent de clauses et que les clauses sont secrètes, notamment en raison du secret industriel et commercial. Et je n'inventerai rien en vous disant qu'aujourd'hui, le secret est source quasi exclusive de suspicion. On imagine des tas de choses. Bon. Alors, il y a 3 sortes de clauses. Hein. Il y a la clause traditionnelle, c'est la clause volume. C'est-à-dire, au fond, si le développement du médicament se passe bien, confortablement, eh bien, à un moment, on partage le Grisby. Donc, il y a un retour vers la sécurité sociale sous forme de remise. Alors ça, c'est évidemment une clause qui a été dans le passé extrêmement importante et qui, pour des raisons mécaniques, avec l'effacement des blockbusters, c'est une clause qui va perdre un peu de son importance, mais on a encore quand même beaucoup, et on gardera. Il y a les clauses niches. Les clauses niches, ça c'est une clause, un type de clause qui se développe beaucoup, qui est lié à l'apparition de médicaments, je parlais de l'oncologie tout à l'heure, très coûteux, mais avec des populations cibles très définies. Hein. Et là, l'idée, c'est que la clause, évidemment, tombe comme la hache une fois que la population cible est atteinte. Et puis, il y a la clause POSO, la clause posologie. Bon, vous avez une posologie qui est X, et donc la clause est
destinées à respecter cette posologie. Donc ce sont des clauses. La clause POSO est une clause de performance, et j'y reviendrai tout à l'heure, tandis que la clause volume est une clause de partage des gains de productivité. Hein. Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on rende public les clauses POSO et les clauses niche. Rien. Je ne vois pas. En tout cas, ça sera un sujet de débat pour l'accord cadre médicaments avec le LEM. Pour les clauses volume, je reconnais que c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Parce que les remises font que le prix réel est inférieur au prix facial, de facto. Et que, ma foi, le prix facial est un prix export. Et que le prix export, ça compte pour l'industrie. Et puis, on est toujours pareil en France depuis très très longtemps. Si on peut avoir un prix plus bas en faisant payer les Lettons et les Hongrois, on est désolé pour les Lettons et les Hongrois. Hein. Ça ne s'arrête pas là. On peut avoir aussi les Maltais. Hein. Bon. Simplement, vous voyez bien, la situation devient assez compliquée parce que tout le monde fait ça maintenant. Donc partout en Europe, il y a des prix faciaux qui ne sont plus des prix réels et on ne sait plus très bien où on en est. Et je ne suis pas convaincu que les Français soient les plus habiles dans la gestion de la complexité en ce domaine. Mais enfin, bon, le régime est comme ça et le fait est que la publication, la transparence sur les clauses volume est une chose qui est difficile à concevoir. Alors, quelles sont les ambitions du CEPS maintenant par rapport à la fois ce contexte et les réactions, l'action qui s'est produite en 2011. Écoutez, il y a d'abord des ambitions qui sont immédiates, qui sont quasi obligatoires. C'est mettre en œuvre naturellement la LFSS et la loi médicaments. Alors sur la LFSS, il y a un point important, c'est l'article 47, c'est l'évaluation médico-économique. Mais là aussi, on a commencé dès le printemps avec Lise Rochex, on a défini les avis flash, c'est-à-dire la possibilité, au fond, d'avoir un avis à l'intérieur des délais qui sont fixés au CEPS pour fixer un prix, 90 jours, et donc avoir un avis au moins sur la méthodologie. Est-ce que la méthodologie, la note d'intérêt économique du laboratoire tient la route ou pas? Voilà. Bon. C'est une base, c'est une solidification de la réflexion sur la discussion après du prix. Vous voyez que mon souci, c'est... Enfin, je me démarque le plus possible, et je me rends bien compte que c'est culturellement et psychologiquement difficile pour beaucoup de gens, de l'approche à la française, où on va faire tout bien, tout beau, parfait, dans 100 ans. Hein? Je préfère 1% maintenant. Vous voyez, mais alors là, c'est vraiment petit bras, quoi. On dirait un anglais. Vous voyez, mais 1% maintenant, c'est mieux que 100% dans 100 ans. Et ça vaut pour les études médico-économiques, ça vaut pour les études post-inscription, voilà, on va y revenir. La loi médicaments, il y a quand même beaucoup plus de choses. Hein. Il y a premièrement le hors AMM. Moi, je ne suis pas Lacan, je ne suis pas Deleuze, je ne suis pas... Mais quand la loi dit qu'il faut passer des conventions pour limiter l'usage constaté du médicament, j'adore. J'adore. De toute façon, vous pouvez regarder, il y a des tas de textes, il y a un mot qui est devenu tabou, tabou, tabou. C'est prescription. C'est le médicament, il n'est plus prescrit, il est consommé, il est usé, enfin, il n'est plus prescrit. Bon. Mais ça ne fait rien, on va faire avec. Hein. Donc, l'usage constaté du médicament, hors AMM, 3 caractéristiques, c'est par convention, c'est une obligation de moyens qui pèse sur les laboratoires, ce qui est plutôt sage, mais du coup est complexe à mesurer. D'accord ? Et ça entraîne des pénalités financières. Alors, il y a évidemment une quatrième, mais qui n'est pas si négligeable, donc il faut que je la mette aussi. C'est par classe ou par produit. D'accord ? Bien. Il y a un codicile, donc c'est que désormais les... Bon, je vais le dire, hein, les prescripteurs, mais je retire immédiatement ce mot cochon, devront mentionner sur l'ordonnance que c'est hors AMM, informer les patients et l'inscrire dans le DMP. Chacun ici a pu mesurer l'enthousiasme dont ont su faire preuve sans relâche la totalité des prescripteurs pour respecter les dispositions du code relatifs aux non substituables, pour en conclure que ce codicile va connaître un avenir brillant. Et le hors AMM, c'est donc, hors AMM, hors RTU
et si c'est indispensable. J'attire votre attention là-dessus, hein, parce que, vous voyez bien, c'est la phase 3, ça. Hein, non, mais la phase 1, non, mais il rit bêtement. La phase 1, c'est la prescription est libre, il y a une liberté de prescription, et c'est la seule liberté au monde où il n'y a pas de contrepartie ni limite. D'accord ? La phase 2, c'est le médiator. Ah, est-ce que les prescripteurs sont responsables ? Ben non. Ben non, ils sont libres, mais pas responsables. D'accord ? Et la phase 3, c'est là, ils sont responsables, mais plus libres. Vous voyez, mais vous remarquez, statistiquement, en moyenne mobile centrée, c'est bon. Okay, que le hors AMM n'est possible que si c'est indispensable. C'est dans la loi. Okay, et moi, au CEPS, je fais l'inverse. Hein, quand j'ai un laboratoire qui me demande 10 fois le prix d'un comparateur de fait, et non pas de droit, parce que ce dit comparateur de fait n'a pas l'indication, mais qu'il est utilisé depuis des années, et qu'il vaut 10 fois moins cher, eh ben je me passe très bien d'AMM. Et j'ai bien l'intention de continuer. D'accord ? Et je considère que l'intérêt des patients est totalement préservé. On regarde hein, si la population cible est couverte, et que l'intérêt financier de la Sécu passe par là. La charte de la visite médicale, deuxième point fort de la loi médicaments. Là, c'est différent. Elle peut, non pas elle doit, hein, elle peut fixer des objectifs d'évolution de ces pratiques. Alors ces pratiques, ça renvoie au code de la Sécu, et ces pratiques, c'est les pratiques de la VM. Bon. Pénalité pour non-respect, et c'est unilatéral. C'est le CEPS qui fixe. Alors c'est la forme juridique, l'unilatéralité. Ça ne l'empêche pas, et à mon avis, c'est de bonne loi, d'avoir avant, évidemment, une réflexion et une concertation forte avec les laboratoires, avec le LEB. Et là encore, c'est par classe et par produit. Ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi ? Parce que un jour, on finira par comprendre, enfin je parle des élites, hein, Madame Michu, on peut la laisser tranquille pour l'instant, un moment. Un jour, on finira par comprendre que le prix des médicaments en France est légèrement inférieur pour les princeps, légèrement supérieur pour les génériques, mais légèrement dans les deux cas, à ce qu'il est partout ailleurs en Europe, mais que le coût est infiniment plus élevé et qu'entre les deux, il y a la prescription. C'est un fait, d'accord ? Il y a une propension des médecins français à prescrire le plus cher. Bon, alors il n'y a que deux explications. L'une noble, c'est les petites flammes qui descendent le jour de la Pentecôte sur les têtes de chaque prescripteur et qui font qu'ils ils sont animés d'un esprit de voilà. L'autre, c'est la VM, quoi. Une explication un peu triviale, c'est la VM. Il y a une carence aussi, hein. Elle est dans un coin là, mais on ne va pas l'oublier. C'est pourquoi les médecins teutons, bataves ou ibères prescrivent les moins chers. Parce qu'ils ont en aval un accord d'intéressement qui fait qu'ils n'ont pas intérêt à prescrire les plus chers. Nous, on ne l'a pas. On a une petite amorce dans le capi, mais on ne l'a pas. Et donc, ça ressemble un peu, si vous voulez, à la pose de Porte d'Écluse sur les chutes du Niagara. Esthétiquement, ça a de la gueule. Sur la rive, les gens admirent. Ils ne respectent pas, ils admirent. D'accord ? Bon, ça n'a jamais arrêté le cours du Niagara, hein, les Portes d'Écluse. Mais on peut au moins tenter, par produit, sur certains produits, de limiter la prescription du plus cher à travers cette charte de la VM et à travers un autre moyen que j'évoquerai ensuite. Alors, il nous restera aussi à clarifier des ambiguïtés. Elles ne sont pas très importantes, je les cite. Par exemple, les pénalités pour interdiction de publicité financière. Alors maintenant, pour retrait de visa, puisque ça va être du contrôle ex ante et non plus ex post, eh bien, les pénalités que le CEPS doit infliger coexistent, cohabitent dans le texte avec des amendes administratives que l'ANSEM pourrait infliger. Il y a, article 9, les études demandées par l'ANSEM qui couvrent largement le champ de compétences des études demandées par la HAS et par le CEPS. Il y a le fait que quand une entreprise, un laboratoire mène une action d'information directe des praticiens sur la prescription hors AMM,
Elle doit informer directement et sans délai l'ANSEM, mais on a oublié qu'elle doit informer aussi le CEPS, puisque c'est lui qui pilote le truc. Bon, c'est pas très grave. Troisième ambition, industrialiser les études post-inscription. Alors ça, c'est une ambition un peu personnelle, mais qui, je crois, est aujourd'hui partagée. Partant au fond d'un constat, c'est, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, l'approche française, tout sera beau et parfait à 100% dans 100 ans. D'accord ? Et donc, pratiquement, ça veut dire que ça fait des années qu'on demande des études post-inscription, qu'on bouffe là-dessus une énergie considérable et un pognon qu'on ne compte même plus pour des résultats quasi nuls. Bien. Alors, est-ce qu'on change de modèle ? Est-ce qu'on change de modèle ? Sachant, et ça c'est logique, et c'est bienvenu, qu'il y aura de plus en plus d'études post-inscription. Il y aura de plus en plus d'évaluations dans la vraie vie. Donc, réflexion que j'ai lancée avec IMS, vous voyez, en plus c'est un partenariat public-privé, donc bon, rude, auquel se sont agrégées uniquement des participations personnelles. Hein, donc personne n'est mouillé, d'accord ? Donc de la CNAM, de la HAS, etc. Et on travaille là-dessus. Et au fond, on va proposer d'ici peu un corpus, un ensemble de règles pour industrialiser les études post-inscription. Je vous donne un exemple. J'en ai par-dessus la tête des registres qui ne fonctionnent pas. Hein. Ce n'est pas la peine de se gargariser avec le mot registre. Et pas simplement avec le mot, avec l'énergie que ça réclame. Vous voyez bien que le registre, c'est un coût marginal absolument faramineux. Il faut aller chercher le dernier client, pas le premier, le dernier. Donc, prérequis. Est-ce que le registre est indispensable à chaque fois qu'on fait une étude post-inscription ? Est-ce qu'une cohorte représentative ne suffit pas ? Est-ce qu'on arrête de claquer du fric ? Bêtement, en plus. Est-ce qu'on industrialise ? Voilà. Et tout le travail qu'elle fait en ce moment, c'est ça. Quatrième ambition, renouveler l'accord 4DM. Il échoue à fin 2012 et donc on va commencer à travailler au mois de mars là-dessus. Bon, je n'ai pas le contenu, à travers ce que je viens de vous dire sur ces différents éléments, vous le voyez. Je rajouterai un cinquième élément, c'est réfléchir à des baisses de prix qui soient des baisses de performance et non plus simplement des baisses de coûts. Enfin, ouais. Au fond, quand on demande des baisses de prix à l'industrie à l'heure actuelle, ce qu'on veut, c'est, voilà, hein, vous êtes taxé, il y a une contribution à l'ONDAM, il faut que vous apportiez 500 millions, 600 millions, qu'importe, 1 milliard, et roule ma poule. Et donc, nous, derrière, on l'a fait encore cette année, alors les sartans, moins 10%. Hein, les hormones de croissance, moins 12, etc. Bon, ah oui, mais les hormones de croissance, elles sont tombées toutes seules, etc. Ah oui, bon, d'accord, alors pas moins 12 parce qu'il n'y a pas double peine. C'est un calcul qui n'est pas vraiment économique, encore qu'on regarde toujours les prix européens pour ne pas s'en écarter, qui est fondamentalement financier. Et c'est un calcul, vous voyez bien, qui, alors ce qu'on appelle les baisses de cohérence, qui ne tient pas compte du coût réel du médicament. Il n'en tient pas compte. Le coût réel du médicament, c'est le coût de traitement. Hein ? Et donc, il faut que... Est-ce que nous sommes capables de maîtriser la trilogie coût de traitement journalier, posologie? Apparemment, c'est simple. Pour les vaccins, c'est simple. Oui, c'est ça. Quand on va dans les comprimés, c'est moins simple. Okay ? Et les inhalateurs, c'est plus simple du tout. Quand vous commencez à facturer à la bouffée, ça devient vraiment gazeux, quoi, hein, enfin, comme maîtrise des dépenses. D'accord ? Oui, mais est-ce qu'on peut quand même progresser dans ce domaine-là, sachant qu'il y a des coûts de traitement journaliers très différents ? Alors, deux réflexions annexes là-dessus. La première, c'est attention aux posos infrathérapeutiques. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça, je n'ai pas besoin de faire un dessin. C'est l'effet du placebo, parce que la dose devient infinitésimale. Alors, on rejoint la dégranulation des basophiles, hein, avec l'homéopathie sous les ponts à Rouen, quoi. Donc, la poso infrathérapeutique, par une action vigoureuse à coup de knout de l'AVM sur les prescripteurs, y compris quand, vous voyez, lors de la demande d'AMM, au contraire, la poso a été boostée. Okay, alors après, il faut rejoindre... bon. Donc là, il y a des comportements qui sont à maîtriser et qui sont pas forcément faciles à voir. Bon. Voilà. Alors,
Bon, conclusion. Le but est vraiment d'essayer de rentrer dans une logique de performance. Vous voyez ? Aussi bien, au fond, dans la redéfinition inéluctable de l'action publique, mais qui ne peut être que le miroitement de la redéfinition du plan de développement des laboratoires, de leur business model. Bien sûr, maîtrise des coûts, mais maîtrise des coûts qui s'inscrit dans cette logique de performance. Rapprochement européen en matière de prix, on y fait extrêmement attention. Peut-être aussi en matière de process, nous avons des conversations là-dessus avec les Allemands. Et dernière considération, mais là je commence à sortir de mon sujet, donc je m'arrête. Évidemment qu'une logique de performance appliquée au secteur du médicament, c'est pas tenable. Il faudra qu'un jour elle s'applique aussi à l'hôpital public ou aux médecins libéraux. Voilà. Merci. Alors donc merci à Gilles Joannet qui n'a déçu personne, à la fois par la clarté de son exposé et aussi par la pimentation à chaque étage, finalement, d'un peu d'humour. Alors, je vais peut-être laisser Gérard poser là. Gilles, tu as parlé effectivement des évaluations médico-économiques. Quel rôle doivent, dans ton esprit, jouer non pas les modèles d'impact budgétaire, mais les études coût-efficacité qui mesurent l'efficience des traitements dans la fixation du prix? Oui, quel est le rôle de la prise en quelle est la prise en compte dans l'évolution médico-économique de l'efficience des traitements? On le fait déjà. Simplement, on le fait sans le dire. Et on le fait peut-être sans méthode. Et on ne le fait pas de façon systématique. D'ailleurs, il ne faut pas le faire de façon systématique. Parce que, encore une fois, c'est une approche qui est lourde. C'est une approche qui est donc nécessairement lente, qui use de la ressource. Et donc, il faut la réserver aux produits qui le justifient. Mais on le fait déjà et on va l'accentuer. On ne peut pas s'en passer. Même si on disait qu'on ne le faisait pas. Bon, vous avez dit que on s'orientait plus vers les niches et que une question un peu politique. Est-ce que vous pensez que ce mouvement est inéluctable et à terme, s'il se généralisait, est-ce que ça conduirait pas à redéfinir même le champ de l'action publique en termes de santé en excluant quasiment tous les pathologies courantes? Et deuxième question, vous avez évoqué, je crois, les rapports tumultueux, difficiles entre la SMR et la SMR, et vous avez milité pour l'invention d'un nouveau concept. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Bon, alors deux questions. D'abord, est-ce que, à propos, en partant des produits de niche très coûteux, comme chacun le sait, et cela ne conduit pas à redéfinir pour l'avenir le champ de l'action publique et donc du remboursement, en fait? Écoutez, moi j'ai deux considérants. J'ai d'abord un constat, les produits de niche ne coûtent pas cher. Ils sont chers, mais ils ne coûtent pas cher. Hein? Ils ne coûtent pas cher parce que les populations cibles sont très très étroites et plutôt bien définies. C'est un point d'ailleurs sur lequel on porte une très grande attention. C'est la définition des populations cibles et l'évolution des populations cibles pour coller au réel. Mais c'est pas cher. Donc ça n'est pas le moteur qui expliquerait que l'action publique se restreigne à ce type de produit. La deuxième considération, alors là que je tirerais de la convergence absolue de mon expérience au CEPS et de mon expérience, de ma double expérience à la CNAM, les marges de productivité du système de soins sont colossales, absolument colossales. Et il n'y aurait ni logique économique, au contraire, ni éthique, au contraire, à restreindre le remboursement sans avoir auparavant utilisé ces marges de manœuvre. Je crois que c'est d'ailleurs l'enjeu je ne sais pas s'il faut dire des prochaines années ou des prochains mois, mais augmenter la ressource quelle qu'elle soit, et Dieu sait si la créativité française en matière de typologie des ressources nouvelles de la sécurité sociale nous accorde la médaille d'or définitive au niveau mondial. Dieu sait si donc cette créativité est très forte, mais augmenter la contribution quelle qu'elle soit, alors que la productivité du système est aussi faible, comment dit la Cour? La Cour des comptes, quand vous éventrez votre mère, puis que vous prenez les boyaux et vous lui en faites un collier, elle dit que c'est un comportement insolite.
Alors quand la Cour dit insolite, vous savez, c'est que vraiment, bon, eh ben, je dirais que c'est insolite d'augmenter les recettes de l'assurance maladie sans se préoccuper fortement de sa productivité. Donc non, il n'y a pas de menace. Hein. Sur la SMR, non, j'invente pas de concept, je l'aménage. Je l'aménage, sachant, vous voyez, que je ne touche pas, bon, je n'ai pas fait exprès, mais ça se trouve comme ça, je ne touche pas au clivage qui importe beaucoup à Jean-Luc Arousseau, SMR à SMR. Moi, ce que j'ai dit à Jean-Luc Arousseau, c'est nous avons, nous, au CEPS, besoin des deux. C'est deux notions distinctes. Nous avons besoin des deux. Mais ce que dit Jean-Luc Arousseau, en pratique, le SMR est maintenant à l'ANSEM, et donc nous, à la Haute Autorité de Santé, on va s'occuper de ce qu'il appelle l'intérêt thérapeutique, c'est-à-dire une ASMR enrichie, pourquoi pas? Ça ne me dérange absolument pas. J'attire d'ailleurs votre attention sur une proposition qu'a faite Jean-Luc Arousseau aux journées IMS de Strasbourg en décembre, qui est la reprise d'une proposition de Noël Renaudin aux Assises, hein, qui est, que j'approuve à fond, qui est l'envoi d'une lettre d'orientation ministérielle à la HAS définissant, pondérant et chiffrant les différents critères que doit utiliser la Commission de la transparence. Je pense qu'une commission comme la Commission de la transparence, si bien composée soit-elle, et je la crois bien composée, n'est pas suffisamment forte ni légitime pour résister à une pression de l'opinion publique qui voudrait des médicaments qui n'ont jamais d'effet secondaire. Je vais poser la dernière question de ce petit moment. On avait évoqué finalement qu'il y a une nouvelle donne. En même temps, on assiste à une baisse significative des prix. On a le médicament, tu as rappelé tout à l'heure comment il était impacté, le dispositif médical pour ce qui le concerne. Comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir dans la mesure où, si je parle trivialement, il n'y aura pas nécessairement de grain à moudre durablement dans ce domaine, qu'on l'aménage, que les choses évoluent, mais la variable d'ajustement que ça a représenté, en tous les cas c'est le sentiment d'un grand nombre de gens, aura de plus en plus de difficultés à être variable, donc à être ajustée. Tout tourne nécessairement autour de l'innovation thérapeutique. Est-ce qu'au fond, il y a une offre? Il y a une demande du côté des pouvoirs publics, du côté de la sécurité sociale, il y a une demande. Est-ce qu'il y a une offre? Est-ce qu'il y a une offre d'innovation thérapeutique? Question subsidiaire, évidemment, est-ce que l'action publique peut encourager l'émergence de l'offre? Je le crois. Par exemple, j'ai dit au LEM, et j'ai redemandé d'ailleurs que le CSIS, qui va se tenir sous la présidence du président de la République bientôt, en fasse un de ses thèmes de travail. Je ne sais pas si ça a été fait, je n'ai pas eu le temps de regarder. Donc j'ai dit au LEM que je voulais que désormais il y ait une lettre d'intention, qui est une lettre d'intention du CEPS s'agissant des crédits CSIS. Ce sont des crédits que l'on distribue au laboratoire et qui jusqu'ici sont des crédits grand angle. Hein, ça peut servir aussi bien à la rénovation du hall des sanitaires qu'à la construction d'une usine ou d'un laboratoire. Et donc, fléchons, ayons des priorités, cessons de croire à la française que tout est possible tout le temps. Bien. Deuxième piste également pour encourager l'innovation thérapeutique, peut-on développer et comment les contrats de partage de risques? Bon, il y en a déjà certains. Est-ce qu'on peut développer ça et sur du pluriannuel? Ce qui serait quand même très prometteur. Je cherche d'autres pistes. On parle avec le LEM, on parle avec le LIR pour ça. Là-dessus. La R&D représente 50% du coût final d'un médicament. Pourquoi un générique n'est-il innovant? D'un médicament innovant. Pourquoi un générique n'est-il pas vendu à moitié prix de l'original? S'il l'est. Si, il est même à 60%. Maintenant, le générique, c'était moins 55 par rapport au Princeps. Désormais, c'est moins 60.
Et se pose la question de la politique du générique. Jusqu'ici, la France a une politique du générique privilégiant la fabrication en France, hein, avec deux considérants, en fait, un considérant sanitaire de la sécurité et un considérant industriel de l'emploi. Effectivement, d'ailleurs, ça fait une dizaine de milliers d'emplois. Alors, vous savez que il y a plusieurs marronniers dans ce pays. Par exemple, l'Express, qui est un hebdomadaire bien connu, fait assez fréquemment un numéro sur le salaire des cadres. Le premier, en 1963, a eu beaucoup de succès. Maintenant, ça commence à être un petit peu éculé, mais ça reste un marronnier sans feuilles, un peu éthique, quoi. Et dans les marronniers, il y a l'amendement Bure. Moi, j'aime beaucoup Yves, mais tous les ans, il dépose un amendement. Les génériques, la récré terminée, c'est des appels d'offres. D'accord ? Vous voyez le côté un peu sauvage, vent d'ouest, tout. Bon. Alors d'habitude, ce vent d'ouest, c'est une petite brise. Tout le monde regarde Yves en disant bah tiens, il va bien, il a déposé son amendement. Et alors cette année, ça a créé une tornade. Ça a créé une tornade. C'était le même amendement que d'habitude. Hein. Ça a créé une tornade. Yves, d'ailleurs, on n'était pas tout à fait mécontent parce qu'il a un côté polissant. Et ça a créé une tornade, notamment au LEM, etc. Parce qu'évidemment, ça intervenait, cet amendement, dans un contexte de baisse de prix un peu violente, quoi. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, bon, derrière Yves Bure, on sait qu'il y a les gros bataillons de la CNAM qui militent pour cet appel d'offres. C'est une vraie question. C'est-à-dire, au fond, est-ce que nous voulons changer de politique en matière de générique et donc avoir non pas moins 60, mais moins 80 ou moins 90. D'accord ? C'est très possible. C'est ce que Noël Renaudin appelle les génériques de conteneurs. Hein, ça arrive par conteneur d'Inde ou de Chine. Bon. C'est très possible. C'est une toute autre politique. D'accord ? Et au fond, moi, ce que je dis dans ce domaine, et ce que je disais au gouvernement, c'est on ne change pas de politique de façon subreptice. Peut-être même, mais là je deviens d'une audace intellectuelle grande, hein, j'en conviens. Peut-être même que les notions de bilan de la politique actuelle, d'évaluation de la politique future, toutes ces notions de bilan, d'évaluation dont on se gargarise, peut-être même qu'on pourrait les appliquer. Mais là, bon, ça devient audacieux, hein, j'en conviens. Et peut-être aussi que c'est pas le moment. Pourquoi c'est pas le moment ? Non, là, vous pensez tous à ce qui va se passer en mai. Moi, je pense pas à ça. Je suis un esprit pur. Hein. Non. Je constate, si vous voulez, que vous avez des chaînes de production qui aujourd'hui sont impactées et vont l'être encore par les chutes de brevets et donc les chutes des ventes. Et que ce sont souvent, mais même presque toujours, les mêmes chaînes de production qui vont fabriquer les génériques correspondants. D'accord ? Donc, si on veut casser ces chaînes de production, attendons que la transition soit achevée. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le moment de casser ces chaînes. Voilà. Bon, ce sont des considérations à minima. Dernière considération à minima, quand on parle de la politique d'appel d'offres, il faut regarder comment ça se passe là où il y a des appels d'offres. Hein. Notamment, par exemple, aux Pays-Bas. Qui gère les appels d'offres ? Vous voyez, des considérations vraiment triviales, bestiales, quoi. L'intendance, Burke. Bon, c'est pas français tout ça, l'intendance. Enfin, il faut quand même s'en préoccuper. Eh bien, aux Pays-Bas, ceux qui gèrent les appels d'offres, c'est les officinaux. Ah, mais c'est très intéressant. Tiens, les officinaux, justement, primo, ils ont perdu beaucoup de pognon ces dernières années. Il y a Ligas qui dit oui, c'est un peu rude. À mon avis, en 2011, enfin pour 2012, ça ne va pas s'arranger, sauf s'il y a des mesures correctives, et la loi en prévoit d'ailleurs. Mais toute chose égale d'ailleurs, ça ne va pas s'arranger. Et au fond, derrière, vous voyez bien qu'on est dans une logique de performance, qui cette fois s'étend du médicament à l'accès aux soins. Est-ce que le pharmacien pourrait être le soignant de premier recours ? À ce moment-là, il n'y a pas forcément trop d'officines, ou en tout cas pas de la même façon, ni pas partout. Et idem, deuxième rôle, si on faisait des appels d'offres, est-ce que le pharmacien aurait, comme aux Pays-Bas, géré les appels d'offres ? Ou d'une certaine façon, comme en Grande-Bretagne. Bref, si on veut changer de politique, non seulement ça ne doit pas être subreptice, non seulement ça ne serait pas bête de faire un bilan, une évaluation, mais en plus, ça serait bon d'avoir une approche systémique. Vous voyez ? Voilà. Donc la politique du générique est une politique
enfin, qui est d'une certaine complexité, c'est logique, et qui donc ne peut pas être traité, en un coup de cuillère à peau. Alors, question suivante, vous avez évoqué les conversations avec les Allemands. Oui, le système allemand s'est rapproché du système français avec une négociation de prix. Si le produit est évalué par le GBA, oui, ou Liquick à sa demande, ne tombe pas dans un prix de référence. Ah oui, attendez, excusez-moi. Si ce produit est évalué par le GBA ou Liquick à sa demande, ne tombe pas dans un prix de référence, mais après le lancement, quel impact sur les prix français? Oui, ce qui est très difficile en Allemagne, c'est qu'au fond, il y a 3 étages, enfin pour nous, difficile pour nous, à piloter. Le prix est théoriquement libre, mais avant qu'il soit fixé librement, il y a des conversations affectueuses. Et une fois qu'il est fixé librement, les caisses négocient. Bon, alors, vous savez, c'est le sandwich, where is the beef? Théoriquement, il est au milieu, mais en fait, il faut se méfier, quoi. Donc c'est un tout petit peu compliqué. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes disent que c'est compliqué. C'est un signe. Et quand ils sont venus nous voir, enfin à la HAS, on les a reçus ensemble, ils nous ont présenté l'organigramme, ça ressemblait quand même beaucoup à une raffinerie roumaine. Il y avait de la tubulure, du serpentin et du vase d'expansion. Et eux-mêmes disent que ça serait quand même bien qu'on simplifie. Bon. En fait, derrière, on a des logiques qui, à l'origine, sont différentes, et il n'y a pas d'arrivée. Par construction, il n'y a pas de point d'arrivée, mais qui convergent, effectivement. Et donc, on ne le fait pas encore, c'est vrai, mais on a bien l'intention de se concerter avec les Allemands pour les grands médicaments, les médicaments où il y a un grand enjeu pour la fixation du prix. Où en êtes-vous, etc. Sachant que ça nécessite que les autorités allemandes aient une vision à peu près claire de la fixation du prix final par négociation avec les caisses. Or, je vous rappelle que nous-mêmes, on a une vision qui n'est pas totalement claire de la fixation du prix à l'hôpital. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était freudien. Il y a un petit blocage, là, de ma part. C'est que je ne cause pas de l'hôpital. Vous voyez bien que quand dans les congrès, les échanges internationaux, je dis que en France, le régime de fixation des prix des médicaments, il est très simple. Pour le secteur privé lucratif, le prix est taxé, et pour le secteur public nationalisé, le prix est libre. Bon, les gens croient qu'il y a des difficultés de traduction. Non, c'est comme ça, d'accord? Bon, alors pour le secteur public nationalisé, le prix est libre. Est-ce qu'au moins il y a un système d'info? Non, il y a une amorce. C'est d'importantes marges de progression. Est-ce que, par exemple, nous avons une vision, nous fixons des prix de cession, c'est joli, le prix de cession, vous regardez le code dit que le prix de cession, c'est un prix qui fait que s'il n'est pas respecté, l'assuré ne doit pas payer. C'est ce que dit le code. Donc il peut être dépassé. Puisque l'assuré ne doit pas payer, c'est qu'il peut être dépassé. Bien. Mais on n'a aucune vision d'ensemble, et a fortiori établissement par établissement, des dépassements. Il n'y a pas de système de faux. Quand un médicament tombe dans un GHS, ce qui est quand même le lot commun, c'est terminé. On ne sait plus du tout. Et donc, pour savoir ce que dépensent les hôpitaux publics, on demande aux entreprises, ce qui est quand même un tout petit peu paradoxal. Vous voyez ? Là aussi, nos partenaires croient qu'il y a des difficultés de traduction. Bon, alors je ferme la parenthèse. Ceci pour dire que nous-mêmes, on a une certaine difficulté à connaître les prix effectifs à l'hôpital, d'accord? Et donc les Allemands ont une certaine difficulté à connaître les prix effectifs tels que négociés par les caisses, les réseaux de caisses. Quand même moins émiettés en termes de nombre de caisses, mais plus émiettés en termes de réseau que la France. Voilà. Mais raison de plus pour converger et échanger comme ils le souhaitent et comme on le souhaite. Quel est votre regard général sur les médicaments orphelins, sur leur prix qui donne toujours l'impression d'être très élevé, et également sur les prescriptions hors AMM qui sont relativement indispensables dans le monde des maladies rares, vu qu'un certain nombre bénéficient, hélas, d'un désert thérapeutique autour d'elles? Écoutez, il y a un statut du médicament orphelin, qui est un statut d'ailleurs très largement européen, et qui est une réussite, qui est aussi un coût assez coquet, et parfois même, il faut le dire, une rente. C'est-à-dire que quand je vois des médicaments orphelins qui versent plusieurs dizaines de millions de remises,
c'est plus des médicaments orphelins, hein, enfin c'est des médicaments de masse, quoi. Il y aura certainement une réflexion à avoir là-dessus. Excusez-moi, deuxième arrêt image. Enfin, chacun a bien compris que le fonctionnement de l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui est totalement anormal. Et que ça doit être l'obsession de chaque dirigeant le matin quand il se lève. Hein? La normalité, elle se mesure très précisément. C'est 10 milliards de déficit par an d'euros. Je vous rappelle que les 10 milliards de déficit pour 2012, c'est avec une croissance des recettes du régime général de 4. Je ne sais pas où elle est. Hein. Bah. Donc les 10 milliards, ils vont disparaître. On va remettre à l'équilibre. Et donc, quand par exemple, si vous voulez, cette année, dans les régulations de fin d'année, etc., on a dit les agrégats médicaments orphelins, oui, mais pas plus de 30 millions de chiffre d'affaires par médicament orphelin, je crois qu'on était dans notre rôle. Et à mon avis, au niveau européen, on dira les médicaments vraiment orphelins, oui. Bon. Et que à l'intérieur, si vous voulez, de ça, il y ait des prix particuliers pour les médicaments orphelins, ça ne me choque pas. Hein. Qu'il y ait des protections longues, oui. Oui. Il faut toujours avoir le souci, si vous voulez, qu'un avantage qu'on a voulu, que les pouvoirs publics ont voulu, les pouvoirs publics veulent les médicaments orphelins, hein, ne se transforme pas en rente. D'accord ? Dernier élément sur les médicaments orphelins, qui est de la prescription hors AMM, oui. Oui, et je m'en accommode. Je m'en accommode parce que c'est un élément de souplesse que je crois indispensable. Alors on essaye de regarder. Hein, quelle prescription hors AMM, pourquoi, comment, etc. Donc c'est pas, si vous voulez, de l'approbation béate. Hein, mais c'est pas du tout de l'hostilité a priori. Du tout. On voit très bien d'ailleurs que par exemple dans le hors AMM, vous avez beaucoup de pédiatriques. Bien entendu. Bien entendu. Édouard Hubert, APM, vous avez évoqué votre volonté de commencer à négocier l'accord cadre médicaments dès mars, alors qu'il court jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi est-ce que vous voulez vous y attaquer aussitôt et quand est-ce que vous espérez pouvoir conclure ? Il n'y a pas de date. Oui, pourquoi commencer aussitôt à négocier l'accord cadre ? Aussitôt, puisque j'avais dit qu'on voulait commencer la négociation en mars. Et quand veut-on conclure ? Si avec le LEM, on s'est dit qu'on pouvait commencer la négociation en mars, c'est que c'est généralement, en tout cas pour le CEPS, un créneau février-mai où il y a moins de boulot que d'habitude dans le reste de l'année. Vous voyez, il n'y a pas de régulation de fin d'année, il n'y a pas de baisse de prix, il n'y a pas de crédit XIS. Donc il y a un peu plus de temps libre, donc un peu plus de réflexion possible entre nous, les administrations concernées et avec le LEM. Donc voilà, l'idée de commencer en mars, elle était là, d'accord ? Mais pour la même raison, d'ailleurs, j'ai un créneau et donc je vais réfléchir. Il n'y a pas eu d'idée de je vais clôturer là ou là ou là. Notre date limite, c'est le 31 décembre. Bon, voilà, quoi. Sur quels critères pourriez-vous rejeter un ASMR et le renvoyer à la commission de la transparence ? Quid des ASMR 5 ? Je ne sais pas ce que veut dire quid des ASMR 5. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. Je vais laisser le docteur Hanoun répondre à la seconde question. Sur quels critères pourriez-vous rejeter un ASMR et le renvoyer à la commission de la transparence ? Sur le critère que l'avis de la commission de la transparence n'est pas totalement clair. Voilà. Qu'il y a des phrases qui se balancent. Qu'il y a un ASMR en termes de tolérance. Voilà. Donc le comité qui a quand même un avantage, c'est qu'il fonctionne de façon collégiale. D'accord ? Avec des avis qui s'expriment et qui sont à la base différents. Et logiquement différents. Et notre boulot, pas seulement mon boulot, notre boulot, c'est de les faire converger. Bon. Donc cette collégialité a une lecture des avis de la commission de la transparence qui est une lecture plurielle. Et au fond, on peut ne pas le lire de la même façon. Et quand on est tous d'accord, ou qu'il y a une majorité très nette pour dire, bah là on ne comprend pas ce que dit la commission de la transparence, on ne comprend pas pourquoi elle dit ça, on ne comprend pas pourquoi elle écarte cet élément-là, eh bien, il est logique de renvoyer et de lui dire pourquoi.
Vous voyez, cet été, par exemple, j'ai fait un renvoi à la CNEDIMS pour un dispositif médical à Jean-Michel Dubernard, en lui disant, bon, vous dites que ce produit-là, c'est pas extraordinaire, alors que le NICE l'a évalué assez positivement. Et le président de la CNEDIMS m'a répondu en disant, oui, c'est vrai, le NICE l'a évalué positivement, mais nous, on écarte l'évaluation du NICE pour telle et telle raison. Bon, d'accord, et donc on a suivi l'avis de la CNEDIMS, et l'échange a été un échange rapide. Voilà pourquoi on écarte. Mais c'est pas rejeté, vous voyez, l'idée, c'est pas tu vas voir ta gueule à la récré, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a pas de quiproquo, et en éliminant les quiproquos, on cherche à ce que ça converge. D'accord ? Le CEPS a-t-il l'intention de faciliter par sa politique de prix le développement de l'importation parallèle compte tenu des prix moindres des produits de ce secteur? La réponse est non. Certaines pathologies comme les maladies chroniques n'ont pas de traitement médicamenteux mais un régime alimentaire utilisant des produits diététiques spécifiques partiellement remboursés. Intégrez-vous les fabricants de ces produits dans les problématiques de prix qui sont libres pour ces produits? Oui. Et c'est notamment un sujet de réflexion avec la CNEDIMS sur les stratégies différentes entre la France et la Grande-Bretagne, par exemple, sur effectivement toute la nutrition, notamment la nutrition des personnes âgées. Bon. La Grande-Bretagne prend en charge assez largement en considérant que c'est une politique qui est coût efficace, alors que nous prenons très peu en charge. Et donc c'est un sujet d'interrogation pour nous. Et on a dit à la CNEDIMS que nous souhaitions faire un sujet d'interrogation commun. Donc c'est un sujet qui ne nous est pas indifférent. Alors au passage, intégrez-vous là dont les prix sont libres. Oui, ça c'est une vraie question, hein, notamment en matière de dispositifs médicaux. C'est les livres de la LPP, hein, la liste des produits et prestations remboursables, qui sont libres, avec donc un prix de cession ou un tarif de référence fixé par le CEPS. On cherche, mais sans en faire un dogme, à non pas généraliser, mais étendre les prix limites de vente et maîtriser le reste à charge. Enfin là, pour la nutrition, n'est pas encore. Une question sur les clauses. Vous avez évoqué donc les différentes catégories de clauses. Il y a une clause dont vous n'avez pas parlé, qui est certainement liée aux clauses de volume. C'est le problème des clauses de classe thérapeutique, qui existent dans certaines classes. On peut les citer. Je crois que les produits du TADA, de l'hyperactivité en ont une. Enfin, on avait une dans le temps. Je crois qu'il y a d'autres classes qui en ont. Est-ce que c'est des domaines sur lesquels vous continuerez à travailler? Parce qu'il y a des domaines thérapeutiques où peut-être plusieurs produits vont arriver assez proches. Et est-ce que c'est une réflexion que vous menez ou vous comptez rester sur des clauses individuelles? Écoutez, très honnêtement, je la découvre. Donc, soit c'est une politique qui a été abandonnée, soit c'est une politique qui poursuit sur sa lancée gentiment sans nécessiter aucun investissement du président, ce que je considère dans ce cas-là avec une certaine aménité. Mais je vous promets que je vais me renseigner. Quand on se verra, je serai peut-être plus compétent. Là, je suis d'une incompétence totale. 3 questions, s'il vous plaît. La première concerne ces nouvelles études requises pour un remboursement. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'études requises, d'études non nécessaires, etc. La deuxième question, c'est au niveau des ATU et des prix. Est-ce que les choses vont évoluer avec la nouvelle loi? Et la troisième question, c'est pour approfondir un petit peu ce que vous avez dit sur la liberté des prix à l'hôpital. Comment voulez-vous faire évoluer les choses, s'il vous plaît? Alors, la première question, au fond, c'est le champ des études post-inscription. Votre première question. Oui, mais c'est pas ce que dit la loi. C'est vrai que certains auraient voulu que la loi aille beaucoup plus loin, mais la loi ne dit pas ça. La loi dit, c'est l'article 5 de la loi médicaments, l'essai doit être fait versus comparateur.
il est de principe, il est demandé par l'ANSEM, mais si on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de comparateur, ben, on ne peut pas, l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est dans le même article qu'on dit que l'ANSEM peut demander des études de suivi, et des études de recueil de données d'efficacité. Un jour, il y a eu une dépêche, je ne sais pas si ce n'était pas vous, hein, qui a dit Joannet a promis qu'il n'y aurait pas beaucoup d'études cliniques. Mais attendez, j'ai rien promis du tout. Ou alors je promets que le soleil se lève le matin. Vous ne pouvez pas multiplier à l'infini les études pré-inscription. Elles touchent très vite leurs propres limites. Par contre, vous pouvez multiplier considérablement les études post-inscription. Et c'est là où il faut donc les canaliser, les industrialiser, etc. Sur les études pré-inscription, alors c'est l'affaire de l'ANSEM, c'est l'affaire de l'IMA. À chaque fois que c'est comparateur, moi, à chaque fois que je vois un laboratoire qui nous présente des études pour fixation des prix, qu'il a choisi une étude versus placebo alors qu'il aurait pu prendre comparateur, je tique, je le remarque. Alors, ils me font également, les laboratoires me font remarquer qu'il y a la vitesse acquise. C'est-à-dire que les études, souvent, ont été lancées il y a 3 ans, il y a 4 ans, etc. Et donc, ça ne peut changer que lentement. Oui, certainement, ça ne peut changer que lentement, et cette lenteur sera observée par nous avec vigilance. D'accord ? Sur l'ATU, oui, les choses vont évoluer. La DGOS travaille dessus. Elle essaye effectivement de rendre le système plus fluide, plus souple. Bon, c'est pas encore tout à fait achevé. On va voir ce que ça va donner, mais bon, pas de problème là-dessus. Sur la liberté des prix à l'hôpital, écoutez, moi, mon objectif, il est extrêmement basique, hein, pour l'instant. C'est d'avoir une fiabilité du système d'information qui existe à l'heure actuelle sur les ristournes. Hein, la DGOS a un fichier des ristournes consenties en matière de prix dans les hôpitaux. Peut-être d'ailleurs, mais ça me regarde beaucoup moins, voir la modulation des ristournes en fonction de la taille de l'établissement. Et vous savez que ces ristournes sont partagées entre l'assurance maladie et l'hôpital. Voir également si la fiabilité du dit fichier peut être améliorée. Bon, c'est un fichier déclaratif. Hein. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment peut-on, ou par quel système d'information rustique, très sommaire, je ne sais pas, 10 médicaments et 10 produits, 10 hôpitaux et 10 produits, peut-on avoir une idée des dépassements? Alors, bon, on peut en avoir une idée, mais alors là, même plus rustique, grossière, si vous voulez, en prenant les médicaments qui ont un monopole sur le marché et qui sont exclusivement hospitaliers. Mais enfin, ça ne suffit pas. Donc, ayons déjà, vous voyez, première préoccupation, savoir ce qui se passe. Vous avez parlé d'études médico-économiques lors de... Jusqu'à présent, le CEPS et ce, contrairement aux autorités anglaises, ne prenaient pas en compte ce type d'études dans le cadre de la fixation des prix. Qu'en sera-t-il dans le futur et selon quelle méthodologie et conditions? Oui, enfin, bon, théoriquement, on ne les prenait pas en compte. En pratique, on regardait quand même. Hein, et on regardait d'autant plus quand il y avait des études disponibles venant de l'étranger. On les regardait, on ne les rejetait pas. Là, on va faire un pas en avant supplémentaire et puis un autre pas qui s'inscrit en filigrane. Le pas en avant supplémentaire, c'est les avis flash. Donc c'est demander à la CESP de la HAS de pouvoir nous donner un avis de méthodologie sur les notes d'intérêt économique pour qu'on puisse discuter avec le laboratoire sur des bases solides. D'accord ? Mais on s'inscrit dans le champ de la note d'intérêt économique. Alors après, on va aller plus loin avec la loi, puisque la loi, non seulement d'ailleurs officialise la CESP, qui va donc être une commission de même rang et de même autonomie que la CT et la CNEDIMS, mais en plus la loi prévoit que par décret en Conseil d'État, on fixera tous les cas où l'avis médico-économique sera requis. Bon, alors... J'espère que nous aurons une liste retenue, maîtrisée. Hein, la maîtrise, ce n'est pas simplement les dépenses. Il
faut savoir aussi maîtriser ses rêves, y compris ses rêves d'évaluation. Deuxièmement, on l'a vu à travers la vie flash, c'est un défi qui est lancé à la HAS, parce que pour respecter les délais, ça veut dire que 2 commissions doivent travailler en même temps. Hein, la commission technique, entre guillemets, spécialisée, que ce soit la CT ou la CNEDIMS, et la commission médico-économique, la CESP. Et donc, elles travaillent en parallèle. Si elles convergent, c'est bien. Si elles divergent, ça devient intéressant, mais ça devient aussi un facteur d'échange au sein du collège de la HAS. Bon. Donc, on va avoir un décret d'application de cette loi qui va fixer les domaines. Et naturellement, ce qui nous intéresse, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est coûteux. Sachant qu'on regarde le coût individuel par patient et on regarde le coût global, évidemment, pour l'assurance maladie, compte tenu de la population cible. Et ces 2 séries de coûts sont à mettre au regard de l'efficacité des produits, des gains de survie globale et au regard des stratégies thérapeutiques alternatives. C'est là qu'on retrouve d'ailleurs les comparateurs de tout à l'heure. Hein. Je peux juste oui. t'interrompre juste. Je voudrais revenir sur cet aspect d'études médico-économiques. En fait, je vais poser une question qui te concerne pas toi tellement, enfin le CEPS tellement, mais le mariage ou le travail en commun de la CT et de la CESP. Il faudra une profonde révolution culturelle à la CT qui ne s'intéresse absolument pas et qui récuse toute forme de modélisation de l'impact en santé publique. Je parle même pas de modélisation économique. On est bien d'accord là-dessus. Parce que sinon, c'est pas la peine, je veux dire, parce que l'exercice qui consiste à faire une note d'intérêt économique basée sur un modèle que la CT ne lit pas parce qu'elle ne s'intéresse pas au modèle, ça risque, au bout d'un moment, de faire beaucoup de bruit pour rien et beaucoup d'énergie pour rien. Oui, ça va être pour la HAS un double défi ou une double régulation interne. D'abord latérale, horizontale entre les 2 commissions, et puis ensuite au niveau du collège et de son président. Mais je ne doute pas de la capacité de Jean-Luc Arrousseau à opérer cette synthèse. Et ce n'est pas une clause de style. Question 2. Considérant la réforme du médicament, le ministre de la Santé avait évoqué que tout médicament devrait démontrer une supériorité par rapport à des alternatives thérapeutiques existantes pour accéder au remboursement. Quelle est la signification pratique au niveau du CEPS? Écoutez, moi, je ne sais pas si le ministre a dit ça, je sais que le Code dit autre chose. Et le Code est assez sage, de ce point de vue-là. Il est très clair, en plus, ce qui est pas inattendu, mais enfin heureux. Il dit, voilà, c'est très simple. Soit il doit y avoir une amélioration thérapeutique, soit il doit y avoir une baisse du prix. Voilà. Soit je fais une économie, soit je fais une amélioration. C'est binaire. S'il y a les 2, c'est très bien. Mais il y a souvent les 2. Enfin, souvent. Bon. Donc, on n'est pas, si vous voulez, dans l'autorisation accordée exclusivement à un médicament apportant une amélioration. D'ailleurs, ce n'est personnellement pas quelque chose que je souhaite, parce qu'on créerait des tas de petits monopoles. Et donc, la fluidité de la négociation entre le CEPS et le laboratoire s'en ressentirait vivement. Tu as fait quelques allusions, mais vraiment très peu, sur les dispositifs médicaux. Tu avais des allusions sur l'impact de baisse de prix qui n'était pas du même niveau que sur le médicament. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur ce que tu envisages de faire sur les dispositifs médicaux? C'est un secteur qui est radical. Non, vas-y. Oui. Alors, donc, question de Gérard Viens, je le nomme. Tout le monde s'en souviendra. Question de Gérard Viens sur les dispositifs médicaux. Qu'as-tu l'intention de je sais pas quoi? C'est un secteur très compliqué, les dispositifs médicaux, avec des clivages, des facteurs clivants qui sont très nombreux. D'abord, c'est un secteur où vous remarquerez, grâce à une lecture vigilante de la presse, qu'il y a 10 000, 70 000 ou 2 millions de dispositifs médicaux. Vous cochez la case. Je ne peux pas vous dire quelle est la bonne. Il n'y a pas de recensement.
En tout cas, il y en a beaucoup. On est loin des 9500 présentations de médicaments présentes sur le marché français. Hein. Deuxièmement, il y a un émiettement considérable des fabricants ou importateurs. Okay. Troisième clivage, il y a les fabricants et importateurs qui sont donc centrés sur la marge liée au produit, d'une part, et les prestataires, avec la marge liée à la prestation. D'accord ? Donc, dont les business models sont assez différents. Alors, les prestataires de services de santé à domicile, aujourd'hui, comptent, ont de l'importance et ne sont pas classés professionnels de santé. OK ? Ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient beaucoup moins chers que les professionnels de santé. C'est deux choses qui sont distinctes. À l'intérieur des prestataires, d'ailleurs, je vais retrouver un émiettement considérable aussi, avec des petits prestataires, des grands prestataires. Tout comme j'ai des petits fabricants et des grands fabricants. Enfin, les grands fabricants, ça serait l'équivalent d'un petit labo hein, dans le domaine du médicament. D'accord ? Il y a donc des clivages très très nombreux. Deuxièmement, il n'y a pas de système d'information. Donc on ne sait pas, ou on sait très mal ce qui se vend, ce qui se révise parce que ça ne marche pas bien. Bon. Troisièmement, il y a un dispositif, effectivement, pour l'essentiel de ces produits, le marquage CE, qui fait l'objet depuis quelques jours de critiques assez virulentes et assez justifiées. Hein, il faut bien le dire, parce que parfois les processus d'agrément administratif sont lourds, mais celui-là, il est gazeux. Hein. C'est-à-dire que si le producteur considère que son produit est bon, on y va. Et assez fréquemment, le producteur considère que son produit est bon. C'est assez fréquent. Hein. Donc c'est un secteur qui crée du stress. Alors en plus, dernier élément, il y a une diversité assez considérable entre la canne pour vieillards, le véhicule pour handicapés et le dispositif médical implantable. Et enfin, dernier clivage, vous avez des taux de croissance des dépenses qui sont très variables. Je crois qu'en 2011, on va avoir un taux de croissance des dépenses qui, globalement, des dépenses remboursables qui, globalement, est autour de 6%, mais avec, ça va de 1% suivant certains secteurs à 10%. Avec notamment une croissance assez forte de tout ce qui est apnée du sommeil, pression positive continue, respiratoire à domicile. Voilà. Alors, bon, voilà le secteur. C'est un secteur qui est également à une approche positive de sa relation avec le Comité économique des produits de santé, et je crois de sa relation avec la CNEDIM, c'est qui a notamment été extrêmement positif, constructif dans la négociation de l'accord cadre. Alors qu'ils en avaient à l'origine, pour des raisons assez logiques, ils en avaient une grande crainte, une grande méfiance. Et cette négociation s'est bien passée. Je crois que le secteur des dispositifs médicaux est confronté au fond à deux grands défis. Le premier, c'est la labellisation, incontestablement. D'ailleurs, Xavier Bertrand a demandé à l'ANSEM et à la DGS de réfléchir à ça. Le marquage CE, par construction, est une approche européenne, mais une approche qui est insuffisante, incontestablement. Donc la labellisation, et puis la seconde préoccupation qu'on peut avoir, c'est la productivité. Je vais encore leur dire ce soir, parce que je passe la soirée avec eux, mais je l'ai dit assez récemment, mais une question, c'est... Alors l'organisateur, le Gérard de Pouvourville, m'avait dit avant, mais tu sais, ils vont te demander si l'accord cadre, ça peut servir à la régulation. Et oui. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus que l'accord cadre servira à la régulation. Et le clivage, c'est pas entre régulation et pas de régulation. C'est entre régulation intelligente et régulation idiote. Voilà. D'accord ?
Sachant, vous voyez bien que, compte tenu des caractéristiques que je vous ai données du secteur des DM, faire des gains de productivité, comprimer les prix, récupérer par des baisses de prix des gains de productivité, ça veut dire restructuration partielle du secteur. D'accord ? Et la restructuration, est-ce qu'on l'accompagne ou pas ? Ok ? Donc, vous voyez bien à quel point est important le système d'information et savoir ce qui s'y passe. C'est d'ailleurs un des éléments majeurs de l'accord 4DM. C'est savoir ensemble ce qui se passe à l'intérieur du secteur. Ok ? Bon. Vous vous rappelez les ordres de grandeur, 22, 23, ça dépend des périmètres. De dépenses du médicament pour l'AMO, 6 milliards de dépenses pour les DM. Les baisses de prix dans les DM n'ont pas vocation à remplacer les baisses de prix du médicament. Par contre, le DM a vocation, dans une logique de performance comme les autres secteurs de l'assurance maladie, les secteurs de l'offre, à faire des gains de productivité tout en améliorant sa qualité. Ça va ensemble et ça n'est pas contraire, contrairement à ce qu'on dit. Des officinaux ont dénoncé cette année la difficulté parfois à avoir accès à des produits, le phénomène de quelques ruptures sur des traitements. Est-ce que cela évoque... Écoutez, c'est pas dans mon champ de compétences, j'observe simplement... Alors, donc la question, mais je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, y compris dans l'autre salle, oui. Bon. Non, c'était l'observation du fait que les officinaux avaient connu cette année des ruptures d'approvisionnement et savoir quelles étaient les solutions. Alors, bon, écoutez, le ministre a réuni, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, les parties prenantes sur les ruptures d'approvisionnement, leur rappelant qu'il y a des obligations. Oui, il y a des ruptures d'approvisionnement, parfois, et donc je crois que c'est soumis à une attention très, très aiguë du cabinet de la DGS. Nous, au CEPS, on doit faire attention à ce que des baisses de prix ne créent pas des exportations parallèles ou des différences de prix, tout simplement des différences de prix. Ne crée pas des exportations parallèles, ça peut se produire, on y fait attention. Bon, ce n'est pas un élément, c'est un élément de décision, quoi, voilà. Sinon, le reste, si vous voulez, sur les ruptures d'approvisionnement, je reconnais que ça n'est pas dans mon champ de compétences et que je ne m'en chagrine guère, mon champ de compétences étant tout à fait suffisant pour m'occuper. Par contre, on fait attention à la situation des officinaux. Est-ce que je peux me saisir là, de ce que tu viens de dire sur les exportations parallèles ? Est-ce à dire que de ton point de vue, alors c'est ton opinion, pas forcément celle du président de CEPS, la libre circulation des produits de santé et la possibilité du commerce parallèle en Europe autour des médicaments et des DM n'est pas une bonne chose ? Puisqu'il y a un certain paradoxe, d'une certaine façon, à se dire qu'au fond, le CEPS a fait assez attention à ces aspects d'exportation parallèle. Il y a tout un mécanisme de fixation de prix faciaux qui est là pour, plus ou moins, en fait, pour essayer de canaliser ce commerce parallèle. Donc on est plutôt dans une disposition au niveau européen où on a l'impression qu'il y aurait un accord tacite entre certains payeurs, parce qu'il y a des pays où, au contraire, l'importation parallèle est très, très encouragée, entre certains payeurs et l'industrie sur le fait d'en limiter l'ampleur. Quelle est ta philosophie là-dessus, personnelle ? Oui, c'est pas un objectif que de développer les exportations parallèles ou les importations parallèles. Vous voyez bien, d'ailleurs, la politique du CEPS sur les importations parallèles, elle est à minima. Vous faites -5 et puis voilà. Et d'ailleurs, ça concerne quelques produits. Et je crois que l'ambition dans ce domaine est très définie, très limitée. C'est que les exportations et les importations parallèles ne modifient pas la politique suivie sur le marché français. Ne modifie pas en profondeur. Alors effectivement, quand par exemple il y a rupture d'approvisionnement, c'est embêtant, d'accord ? Comme on disait tout à l'heure, il faudrait accorder une AMM à un médicament que s'il y a une amélioration. Mais là, vous avez créé des petits monopoles. Alors on l'a déjà sur des médicaments rares, des petits monopoles. Et quand il y a rupture d'approvisionnement, c'est la catastrophe. Voyez ? Donc c'est une dimension qui existe. Mais justement, pour que ne pas. D'accord ?
Didier Wolf. Gilles, deux très brèves questions, si tu veux bien. Tu as évoqué deux choses. Au début de ton intervention, tu as parlé du CAPI. Et tu as dit qu'il y avait des possibilités d'aller au-delà et de faire mieux. Donc si tu pouvais élaborer très rapidement sur la question. Et deuxième question, en parlant des prix européens, tu as évoqué le fait que le CEPS, et c'est pas nouveau effectivement, Noël Renaudin l'avait déjà montré, était attaché à tout ce qui était discussion, comparaison avec ce qui se passait dans les autres pays. Tu as évoqué le fait que vous avez reçu les Allemands avec Jean-Luc Rousseau récemment. Est-ce que donc ce dialogue transeuropéen, comme il y a un dialogue transatlantique entre l'IME et la FDA, va se poursuivre? Et tu avais parlé de prix de certains médicaments en évoquant les Allemands. Donc tout ceci va se développer et se préciser? Oui, le dialogue européen. Donc le dialogue européen, et notamment le dialogue avec les Allemands, qui est toujours le pays de référence. Non, mais oui, enfin, mais bon, il y a 4 pays de référence, vous le savez bien. Mais l'Allemagne est un pays qui est un pays de référence dans différents domaines en ce moment. Pour le médicament aussi, parce que c'est un pays qui est un peu intrigant, parce que il n'y a pas de compatibilité spontanée entre sa dépense médicamenteuse et ses prix affichés. D'accord ? Et une croissance en volume qui est gentiment de 4,5 par an. Là, il y a une triangulation un peu bermudienne. Donc c'est vrai qu'eux sont intrigués de savoir comment on fait pour avoir 0,5 de prix et pratiquement 0 de volume. Et nous, on est intrigués pour savoir, et avec des prix, bon, qui sont les prix français, et nous, on est intrigués par le fait que, voilà, ils ont des prix élevés. C'est dans les examens qu'on fait des dossiers, des produits nouveaux, l'Allemagne, c'est régulièrement le prix le plus élevé, souvent de loin. Alors évidemment, c'est le prix facial. Bon. Donc des prix élevés, des croissances en volume, bon, voilà, et une dépense au total qui est inférieure à la nôtre. Donc oui, on continuera, et notamment avec l'Allemagne, mais on dialogue aussi avec les Britanniques, par exemple. Je crois qu'on ira vers des convergences de prix. Je ne crois pas qu'on ira jamais à une unification des prix. Enfin, en tout cas pas à horizon... Il y a quand même des clivages très importants. C'était Aragon qui disait à ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Là, il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Je parle de l'industrie pharmaceutique, évidemment. Il y a ceux qui ont des prix libres, enfin théoriquement libres, et ceux qui ont des prix théoriquement taxés. Bon, voilà. Puis il y a ceux qui n'ont ni les moyens d'avoir apparemment taxé, ni ceux... Bon, c'est un peu compliqué. Non, mais je veux dire, quand vous êtes en Bulgarie, votre marge d'autonomie sur la fixation du prix des médicaments est le seul élément que vous maîtrisez vraiment, la marge d'autonomie. Elle est nulle. Bon. Voilà. Sur le CAPI, oui, bien sûr qu'il fallait au-delà. C'est tout un processus. C'est tout un processus qui implique les praticiens, les prescripteurs, dans la maîtrise des dépenses médicamenteuses. Bien sûr qu'il faut aller au-delà, et plus vite on ira, mieux ça sera. Exactement comme le jour où on disposera enfin de la prescription, l'individualisation de la prescription médicamenteuse à l'hôpital, qui m'a été présentée comme imminente en 93, en 98, en 2002 et en 2011, ce qui montre quand même, vous voyez, une approche très brodélienne. Enfin, c'est une imminence qui dure. Eh bien, ça sera bien le jour où on aura ça. Voilà. Tout ça, c'est le temps long. C'est le temps long, mais à 10 milliards par an, évidemment. Tout se paye. Bien, il nous reste à remercier...